Bonjour, on va commencer. On se retrouve maintenant pour une intervention de l'agence Eni Architectes. C'est un cabinet d'architecture qui est basé en France et qui a aussi des bureaux en Inde et qui intervient sur une grande variété de programmes. Et si je ne me trompe pas, vous comptez plus de 70 collaborateurs. Un peu plus. Je vais laisser la parole à monsieur Mathieu Chazelle, qui est architecte associé de l'agence, et Licia Marin-Pache, qui est doctorante en architecture. Et ensemble, vous allez nous parler du programme de recherche que vous conduisez actuellement au sein de l'agence. C'est un programme qui entend favoriser l'accès au logement évolutif et de qualité en faisant appel à la systématisation. Vous avez 30 minutes. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin de la conférence, on pourra prendre quelques questions. On va voir. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On est très heureux d'être ici avec Licia pour présenter l'avancement de nos réflexions, les réflexions qu'on mène au sein de l'agence, qu'on va essayer de vous présenter assez rapidement. Ces réflexions, en fait, elles partent d'un constat, alors que je vais rappeler très brièvement parce qu'il y a plein de gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour en parler, qui l'ont étudié, qui l'ont documenté, qui l'ont présenté aussi beaucoup lors de ces assises du logement. Ce constat, c'est le suivant, c'est qu'il devient de plus en plus difficile en France, mais pas que en France, aussi chez bon nombre de nos voisins européens, d'accéder à des logements décents, d'accéder à des logements de qualité. Et alors les chiffres sont éloquents, ils sont même alarmants, hein, aussi bien les chiffres concernant le nombre de personnes qui sont mal logées, que le nombre de personnes qui sont amenées à moyen ou court terme à déménager parce que leur logement sera plus adapté, il sera plus adapté à leur mode de vie ou à leur niveau d'autonomie, il sera plus adapté au contexte climatique. Donc voilà, c'est un vrai défi démocratique, un vrai défi social auquel on est confronté. Et en fait, on est persuadé qu'on a une responsabilité, nous, en tant qu'architectes, en tant que concepteurs, ou même au sens large, en tant qu'acteurs de la construction. On a une vraie responsabilité face à ce défi, c'est d'essayer d'apporter autant que possible notre contribution pour essayer de répondre de la manière la plus pertinente possible à cet enjeu majeur. Alors, comme toujours, quand on s'attaque à un problème, c'est toujours intéressant de regarder en arrière, d'avoir un regard rétrospectif pour voir ce qui s'est passé dans les années, les siècles antérieurs, et essayer de voir si on ne peut pas en tirer quelques enseignements. Alors, vous le savez aussi bien que nous, en fait, malheureusement, ce n'est pas la première crise du logement à laquelle on est confronté. Sans revenir très loin en arrière, au XIXe siècle, une vraie crise sanitaire. Le XIXe siècle, c'est la révolution industrielle, c'est l'exode rural qui s'ensuit, c'est l'explosion démographique, notamment dans les villes, qui ne se retrouvent pas adaptées à cet afflux de population majeure. Tout ça aggravé par un niveau de pollution qui augmente et qui fait que, effectivement, le XIXe se retrouve face à une vraie crise de salubrité, et il y a un vrai enjeu et de vraies innovations qui sont apportées en termes de logement à ce moment-là, avec tout le développement des mouvements hygiénistes, mais Licia en parlera peut-être rapidement tout à l'heure. Le XXe siècle, pareil, on connaît tout ça par cœur, ce sont les deux conflits mondiaux avec leur lot de destruction massive, plus le baby-boom des années après-guerre, qui font qu'on est confronté cette fois à une crise quantitative, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie pénurie de logements à laquelle il faut répondre. Et puis aujourd'hui, c'est un peu un mélange de tout ça, j'en ai parlé tout à l'heure, une espèce de polycrise, où à la fois on manque en quantité de logements et surtout on est confronté à un problème d'adaptabilité des logements, c'est-à-dire comment les logements sont susceptibles de faire face aux évolutions majeures. Donc ça, c'est je dirais les crises antérieures. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles ont été les réponses qui ont été apportées à ces problèmes, à ces crises. Et en fait, pour les deux premières, le 19e, 20e, on constate, et là aussi on le sait tous, que la série, ça a été un élément de réponse. La série au sens où au 19e, au 20e, on a conçu des concepts typologiques, des concepts constructifs, des systèmes
pour essayer de répondre à ces crises-là. Et finalement, on se dit, mais alors, du coup, au XXIe siècle, est-ce que la série, est-ce que le système, ce ne serait pas un élément de réponse ? En tout cas, c'est la question qu'on se pose. Sauf que la série, vous le savez, elle n'a pas bonne presse. La série, elle est rarement synonyme de qualité. Et donc, on s'est dit, synonyme de qualité au moins dans l'imaginaire collectif. Donc, on s'est dit à l'agence que ce serait peut-être intéressant de creuser cette question-là, de manière un peu plus théorique, un peu plus scientifique. C'est le lien entre la série architecturale et la qualité du logement. Et donc, on a décidé, au sein de l'agence, d'accueillir une thèse CIFRE sur le sujet, qui est développée par Licia, que je vais laisser présenter. Je vais la laisser présenter rapidement l'intitulé, le contenu de sa thèse, et puis je reprendrai la parole après. Merci. Donc, je vais vous présenter le travail de recherche que je mène en parallèle du travail de l'agence. Donc, comme dit Mathieu, c'est une thèse CIFRE. Donc, elle est en partenariat avec l'école d'architecture de Paris-Val de Seine. Et elle a débuté en janvier l'année dernière, donc je suis à peu près à mi-chemin dans mes recherches. Donc, mon travail de recherche, il s'intéresse vraiment au lien entre la série architecturale et la qualité du logement. Et donc, pour cela, en fait, il se structure autour d'une question principale qui est: la série peut-elle améliorer la qualité d'usage du logement ? J'ai décidé de centrer mes recherches autour de la qualité d'usage spécifiquement, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la qualité du logement, ça englobait un nombre de facteurs qui étaient trop importants pour un seul travail de recherche. Et puis aussi, en fait, en tant qu'architecte de formation, c'était une qualité où je trouvais que ma sensibilité était plus pertinente. Et enfin, c'est une qualité qui n'est pas forcément toujours présente dans le débat, ou en tout cas mise en avant dans le débat sur le logement. Donc je trouve qu'elle méritait d'avoir sa place, en tout cas dans ce rapport avec la série. Donc comment moi je définis ces notions déjà dans ma recherche ? Donc la qualité d'usage, qui est vraiment la capacité du logement à offrir dans le temps des conditions permettant aux habitants en fait, de s'approprier, de transformer leur logement, et de maintenir un cadre de vie confortable, durable et adaptable. La série, je l'entends plutôt comme un mode de conception et de production qui est fondé sur la reproduction de principes spatiaux, constructifs ou typologiques. Quand on pense, donc Mathieu l'a déjà dit, quand on pense à ces deux notions, qualité et série, on a dans l'imaginaire collectif l'image des grands ensembles. Donc on pense à une forme d'incompatibilité, mais la série, elle n'a pas commencé la série dans le logement, elle n'a pas commencé au temps des grands ensembles. Elle est historiquement présente. On a l'exemple ici à Paris dans la série haussmannienne, qui sont des séries réalisées de manière complètement différente, mais qui a été une forme de série d'une qualité, en tout cas de série de qualité. Donc c'est important d'avoir ça en tête, ces différents modèles. Il y en a plein d'autres. Il y a les corons miniers, les cités ouvrières. Et à partir de ça, moi, j'ai 3 objectifs principaux dans ma recherche. Donc déjà, c'est de comprendre le lien entre la série et la qualité du logement au cours du XXe siècle. Donc comme disait Mathieu, de voir les formes qu'a pris la série et comment elle a évolué. Ensuite, pour lier la série et la qualité du logement, c'est important de les qualifier et d'avoir des indicateurs. Donc autant quantifier le degré de série d'une opération, mathématiquement, ça peut se réaliser plutôt facilement. Autant quantifier la qualité d'usage, c'est un débat un peu infini qui est où pour l'instant il n'y a pas de méthode, en tout cas à ma connaissance, qui permet de la quantifier réellement, parce que la part de subjectivité est très importante. Donc mon objectif, c'est pas de la quantifier comme on pourrait quantifier un degré de série, mais en tout cas de créer des indicateurs qui vont permettre d'en donner un indice. Donc c'est une partie de mon travail, de trouver des méthodes qui quantifient des indicateurs de qualité d'usage dans le logement. Une fois que j'ai quantifié le degré de série d'une opération et la qualité d'une opération, en fait, ça va être de voir est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine. Donc, pour chaque opération étudiée, je vais déterminer ces indicateurs de qualité d'usage, et en fonction de son degré de série, mon objectif serait de voir est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine, ou est-ce qu'on peut en déduire qu'en fait ces deux notions ne seraient pas forcément liées. C'est une possibilité dans mon travail aussi.
Là, je n'ai pas le temps de développer les méthodes que j'étudie, notamment pour la qualité d'usage dans le logement. Donc pour le degré de série, c'est une formule mathématique, mais pour la qualité d'usage, je mobilise différentes méthodes. Il y a des méthodes qui ont été élaborées en Suisse, en Allemagne ou en France, et je fais un croisement de ces méthodes pour obtenir des indicateurs quantitatifs. Donc là, par exemple, c'est une méthode qui est développée par le laboratoire du GERFO, qui s'appelle méthode Perfus. Elle n'est pas encore aboutie, mais ça donne une idée des indicateurs qui ont pu être développés. Donc, eux, ils cherchent à déterminer la surface à haute valeur d'usage. Ils appellent ça comme ça. Donc, en fait, ils déduisent de la CHAB toutes les circulations qui sont délimitées ou induites dans les espaces, les zones de débattement des portes et des fenêtres, les zones non éclairées, et ça leur permet d'obtenir un indicateur de surface à haute qualité d'usage. Donc ça, c'est un exemple parmi une dizaine d'indicateurs qui sont développés, et c'est ces indicateurs que je vais mobiliser pour essayer d'obtenir un indice de qualité d'usage des opérations sérielles que j'étudie. Merci. Tu avais encore une slide, je crois, non ? Ah oui, pardon. Et donc, en tout cas, moi, principalement, dans mon étude, elle est plutôt centrée au XXe siècle actuellement. Et elle se concentre dans la région francilienne, donc avec les HBM des fondations philanthropiques. Ensuite, les HBM des offices d'habitation qui sont sur la ceinture parisienne. Et enfin, les grands ensembles. Donc, mon étude, elle va plutôt se centrer sur le territoire de Bagnolet. Et donc en région francilienne, c'était pour avoir un contexte géographique qui était pertinent et aussi à portée de main pour l'étudier et qui est assez riche en exemples pour pouvoir étudier ce lien-là. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Donc voilà, on a décidé de s'appuyer donc sur le travail théorique scientifique de Licia pour essayer de développer une activité d'innovation, de recherche. Alors j'ai toujours un peu de mal à dire recherche, si toi tu fais de la vraie recherche, mais quand on parle à des universitaires de recherche, ils disent oh, non, vous faites pas de la recherche. Donc prospective, innovation. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a vraiment collectivement, nous acteurs de la construction, je pense un peu de boulot, c'est-à-dire pour je dirais presque un peu de retard là, en termes d'innovation, hein, quand on compare ne serait-ce que les investissements mobilisés dans l'innovation, dans le secteur de la construction, comparé, alors je ne parle même pas du secteur de l'information, de la communication, mais même le secteur des industries manufacturières, en fait, on voit que proportionnellement, la part d'investissement dédiée à l'innovation dans le secteur de la construction, il reste très faible. C'est un secteur qui reste quand même très, très artisanal. Et donc, nous, depuis la création de l'agence, il y a 23 ans, on a décidé effectivement de mener, en lien d'ailleurs avec notre activité d'enseignement, puisque les 3 fondateurs sont également, enfin, dont je fais partie, sont enseignants, de mener une activité de prospection sur des thèmes très très larges, sur des programmes très larges, mais finalement, quand on essaie de tirer un trait commun entre toutes ces réflexions, en fait, toutes ces réflexions, elles tournent autour de la question de la durabilité au sens large, c'est-à-dire durabilité en termes d'adaptation, comment on adapte les usages et le bâti à cette évolution des usages, à la question de l'amélioration, c'est-à-dire comment on améliore la qualité de conception, de fabrication, dans un contexte d'économie de ressources, dans un contexte d'économie d'énergie. Et enfin, comment on anticipe les évolutions à venir, les évolutions notamment réglementaires et les questions de transition urbaine. Donc, je l'ai dit, cette activité, elle porte sur des programmes très variés et notamment, ce qui nous occupe aujourd'hui, la question du logement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les réflexions qu'on mène sur le logement, elles s'appuient sur 2 pieds, quoi. Le premier, c'était sur la question de l'évolutivité du logement, je vais en parler juste après. Et le deuxième pied, c'est la question de la construction hors site, qui est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps et sur lequel on a pas mal travaillé. Donc, le premier thème, l'évolutivité du logement. Alors, en fait, les premières réflexions à l'agence, elles datent de 2018-2019. On avait répondu à un appel à projet qui avait été lancé par la Caisse des dépôts et pour lequel on avait proposé un concept qu'on a appelé Flexit de logement évolutif.
qui était basé sur un certain nombre de dispositifs à la fois morphologiques et typologiques, de gabarits de bâtiments, de position des circulations verticales, de position des espaces communs, un certain nombre de dispositifs constructifs, structurels, de position de l'irrigation technique desservant le bâtiment, qui permettent d'avoir une flexibilité extrême des logements, c'est-à-dire à la fois une flexibilité dans l'aménagement des logements entre eux, c'est-à-dire comment on est capable, entre deux logements, de passer d'un T2 à un T3, etc. Comment on est capable d'étendre les logements, la surface des logements, notamment en prenant sur les circulations et les espaces communs. Et puis, flexibilité ultime de réversibilité entre des espaces tertiaires et des logements. Donc ça, c'était un concept, et ce concept, il s'est traduit par une opération pilote de 40 logements qu'on a livré à Marseille, dans le 15e arrondissement, rue Rabattu, en 2024. Donc ça, c'est premier grand pilier, la question de l'évolutivité du logement. Et le deuxième grand thème, c'est la question du hors-site. Donc le hors-site, je le disais, c'est une question qui nous intéresse. On est membre de l'association des acteurs du hors-site. Et en fait, cette réflexion, au sein de l'agence, elle a été développée à travers deux opérations principales. La première, c'est un accord cadre qu'on a gagné avec Eiffage pour le ministère des Armées, où il s'agissait de proposer à l'échelle du territoire national des bâtiments tertiaires qui répondent à un certain nombre de contraintes de fonctionnement et de programmes. Et donc on a développé un concept qui est basé sur des modules fonctionnels, des modules de plateaux de bureaux, de vestiaires, de salles de réunion, de halls, etc., qu'on est capable d'assembler les uns avec les autres et de répondre effectivement aux spécificités de chaque site et de chaque programme. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des dispositifs constructifs qu'on a proposés, ce qui nous a, je pense, contribué à nous faire gagner, c'est qu'on a proposé un outil d'aide à la décision qu'on a proposé au maître d'ouvrage, au ministère des Armées, qu'on a développé en interne au sein du laboratoire. Là, vous avez quelques captures d'écran de cet outil, qui est en fait une sorte de configurateur, c'est-à-dire un outil qui permet d'arbitrer entre les différents assemblages possibles, répondant à une question donnée, d'arbitrer selon des indicateurs qu'on a préalablement définis, notamment des indicateurs en termes de performance environnementale essentiellement, et donc qui nous aident à choisir finalement, parmi toutes les options possibles, la solution qui est la plus pertinente d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue économique ou d'un point de vue... Donc ça, c'est le premier grand sujet. Et le deuxième, qui porte aussi sur la question de la série, alors cette fois en rénovation. C'est un accord cadre qu'on a remporté avec Bouygues cette fois, sur la rénovation des campus universitaires de Rennes. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les campus universitaires de Rennes. C'est des campus absolument magnifiques qui ont été construits dans les années 60-70, conçus par Louis Arech. Il y a 150 bâtiments très très beaux en béton brut, mais qu'il s'agit de rénover parce que ce sont des passoires thermiques. Et donc l'université, elle est confrontée à la rénovation de 150 bâtiments. Donc elle a choisi d'en extraire 16, lancer un appel d'offres qu'on a remporté. Et donc on a développé à la fois des solutions techniques, en l'occurrence des modules en BFUP, en béton fibré, donc modules hors site pour protéger l'isolation extérieure. Et là aussi, on a proposé un outil d'aide à la décision qui permet à l'université de piloter sa stratégie de rénovation pour les 150 autres bâtiments. Donc ces deux approches, l'évolutivité et le hors-site, elles nous ont conduit finalement à concevoir un concept qu'on a appelé le concept F, un concept de logement évolutif hors-site, avec Eiffage, avec cet objectif qui est en gros comment rendre accessible au plus grand nombre, comment rendre abordable des logements de qualité. Alors qualité au sens large, c'est-à-dire qualité de confort, qualité de durabilité, qualité d'insertion dans le site, qualité environnementale, évidemment. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est de faire en sorte que ces logements soient capables de suivre les évolutions démographiques. Et donc, d'être transformés, et que le coût de cette transformation, évolution démographique, ça veut dire évolution de la cellule familiale, donc reconfiguration possible des logements, et que le coût de cette transformation soit le plus minime possible. Coût en termes de carbone, en termes d'euros, évidemment, et en termes de ressources aussi. Alors, ce concept, il est basé sur une espèce d'armature structurelle et technique, avec un système constructif poteau-dalle. Alors, Flexis, c'était poteau-poutre, là c'est poteau-dalle, c'est-à-dire qu'on n'a même plus de retombées de poutre
pour une flexibilité maximale, une position systématique de gaine, et puis cette armature, elle constitue un substrat sur lequel viennent s'implanter différents éléments qui ont été prédéfinis. Des salles de bain, des menuiseries extérieures, des façades de ossature bois, des balcons, etc. Alors, l'avantage de cette systématisation de la conception, c'est que ça permet de systématiser la fabrication d'un certain nombre d'éléments. Les salles de bain, elles sont préfabriquées hors site. Donc ça, en termes de qualité, mais aussi en termes, et ça c'est fondamental, en termes de qualité de travail pour les ouvriers qui conçoivent. C'est entre un carreleur qui doit se mettre à genoux pour réaliser le carrelage d'une salle de bain et un carreleur qui peut faire le carrelage comme ça, là, à hauteur de table. C'est pas du tout les mêmes conditions de travail. Donc, salle de bain préfabriquée, les menuiseries extérieures qui sont embarquées dans les façades de ossature bois, préfabriquées aussi, et les balcons qui sont préfabriqués. Donc en fait, on a une armature sur laquelle viennent s'implanter des composants, et on a défini des règles très précises d'ordonnancement de ces composants sur cette armature-là, de telle sorte à proposer toute une diversité de typologies de logement, du studio au T5, avec à chaque fois des qualités d'usage. À partir du T3, on a une double orientation, on a des salles de bain, des cuisines qui sont éclairées en premier jour, donc on s'est scindé, voilà, et qui permettent en fait de répondre avec un système assez simple à la diversité des programmes auxquels on est confronté. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les avantages de la construction hors site, en termes de maîtrise des délais, de maîtrise des coûts. J'insisterai juste sur la maîtrise des risques et notamment de la sinistralité, qui, on le sait, la question de la sinistralité, c'est un vrai enjeu économique pour les gestionnaires de parcs immobiliers. Et donc, si on arrive à réduire ce taux de sinistralité par cette systématisation, on aura fait un grand pas dans le gain économique des opérations tout au long de la vie de ces opérations. Alors, on a défini un système qui est robuste, qui est efficace, mais en fait, on passerait complètement à côté du sujet si on n'était pas capable de concilier le caractère générique de ce système à la spécificité de chaque site, de chaque contexte, de chaque programme. C'est vraiment un enjeu pour nous. On est des architectes avant tout, donc il faut répondre de la manière la plus précise possible à une question qui nous est posée en un lieu précis. Et donc ça a été une préoccupation majeure. Et donc, on s'efforce que le système puisse s'adapter, alors déjà aux usages, c'est-à-dire, alors là, on a un exemple de plan assez simple avec des circulations communes éclairées naturellement, et puis on va retrouver tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, la trame structurelle de 4,20 m régulière, la position régulière des gaines, les salles de bain. Et voilà, et les balcons. Et puis, on a un exemple de plan assez simple. Dans ce cas-là, on est avec des logements qui sont uniquement des T1. Et ces T1 peuvent se transformer, alors tout ou partie du bâtiment, tout ou partie d'un étage, sans qu'il y ait d'influence sur le reste, en des typologies plus grandes, avec ici du T1 jusqu'au T2 et au T3. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des cas auxquels on est confronté. On a une opération à Dieppe en chantier en ce moment qui utilise ce principe de concept F. Et Dieppe, c'est pas très loin de Panly. Panly, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la construction des EPR. Les EPR, c'est 10 000 ouvriers. La construction des EPR, c'est 10 000 ouvriers pendant 15 ans. Et donc, il faut loger ces 10 000 ouvriers. Et évidemment, ils vont habiter dans des petits logements, a priori. Et donc, il faut répondre à ce besoin dans un premier temps. Et ensuite, à la fin des 15 ans, il faut être capable de transformer ces logements en des logements familiaux pour répondre aux besoins de la population ultérieure. Donc on est vraiment dans le contexte des JO et du village olympique. Ce n'est pas tout à fait la même temporalité, parce que là où les JO durent 3 semaines, là ça dure 15 ans. Mais la problématique est la même. Et donc, la question qui nous est posée à Dieppe, c'est non seulement de proposer des plans au T0, des plans à T plus 15 ans, et de nous engager sur le coût de transformation pour passer de cette configuration 1 à cette configuration 2. Et évidemment, il faut qu'à chaque étape, le confort de ces logements soit au rendez-vous.
Donc là, on a par exemple une vue d'un T1, donc temps 0. Et puis, voilà, vue d'un logement T3 avec la double orientation que j'évoquais tout à l'heure. Les cuisines en premier jour, possiblement séparées du reste de l'appartement. Donc ça, c'est le premier enjeu, s'adapter aux usages. Et puis, deuxième enjeu, c'est s'adapter au lieu et de répondre aux spécificités du site. Alors là aussi, c'est un enjeu qui est majeur et il passe par 5 minutes. Et il passe par la flexibilité de l'aménagement du rez-de-chaussée. Donc là, on revient aux usages, mais adapté au site. Et il faut que, par exemple, le plan que j'ai présenté tout à l'heure, le plan d'étage que j'ai présenté tout à l'heure, au rez-de-chaussée, il puisse répondre, par exemple, à un contexte urbain, comme on voit ici, avec des commerces, avec peut-être des activités, avec des locaux vélos, etc., un hall traversant, pour répondre effectivement à une ambiance urbaine et une situation urbaine spécifique. Mais il faut aussi qu'on puisse proposer, à l'inverse, que cet aménagement puisse répondre à une situation périurbaine dans laquelle on pourrait imaginer qu'il y a des logements en rez-de-chaussée, qui ont des jardins en rez-de-chaussée, on conserve le hall traversant, on conserve les petits espaces communs, et le reste, c'est du logement. Et donc, tout ça, il faut que ce soit compatible avec le même principe structurel. Et puis enfin, au-delà des usages et notamment du rez-de-chaussée, on le sait tous, les lieux ont leur spécificité propre en termes de morphologie, en termes d'exigences de matériaux, de gabarits, etc., de réglementation. Et donc notre système, le système qu'on a développé, il permet de s'adapter effectivement à la diversité des situations. On a par exemple ici une situation d'angle urbaine avec un gabarit assez haut, on est en R+5 plus attique. Avec cette configuration non orthogonale qui permet d'articuler l'angle, mais on peut imaginer des situations moins denses. Là, on est en gabarit plus restreint. On peut imaginer que le PLU nous impose des toits en pente, ça arrive. Il faut savoir composer avec et être quand même capable de proposer des bâtiments de qualité avec des loggias ici. Ou encore un dernier exemple qui correspond plus à la situation urbaine que j'ai montrée tout à l'heure. On retrouve là un gabarit qui oscille entre le R+2 et le R+4. Une situation qui borde une place avec des commerces en rez-de-chaussée, des activités et une forme de générosité des espaces extérieurs et des balcons qu'on voit ici. Voilà, on a essayé d'être très très rapide. Je voulais, c'est vraiment l'avancement de nos réflexions. C'est un travail en permanence en cours. La thèse de Licia, tu l'as dit, elle est en cours. Il reste encore 1 an et demi. Nous, on a le chantier de Dieppe qui est en cours et qui va être un élément extrêmement précieux dans notre réflexion, parce qu'on va en tirer des enseignements, des retours d'expérience pour faire évoluer encore le concept, l'améliorer. On a plusieurs projets qui sont en cours d'étude qui utilisent ce concept. Donc voilà, c'est une thématique qu'on aborde avec énormément d'enthousiasme, avec beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on connaît la complexité, on connaît les enjeux. Mais encore une fois, on est convaincu qu'il est de notre responsabilité, à notre échelle, humblement, d'essayer d'apporter une petite pierre pour essayer de répondre à ce défi démocratique que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire comment rendre des logements de qualité accessibles à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui. Alors attendez, je vais vous donner le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, François-Xavier Stéphanie, Archeaflex. J'aime bien ce que vous faites, merci pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, comment vous gérez les réseaux par rapport à votre mode constructif ? Et deuxièmement, comment vous gérez le principe de lot de copropriété par rapport à ce que vous proposez dans les modifications de typologie, etc. Alors les réseaux, ils sont distribués par les gaines qu'on voyait tout à l'heure, de manière systématique. Donc en fait, on est toujours confronté à la difficulté de... Si on veut quelque chose de flexible, il faut accepter de payer un petit peu plus au départ. C'est-à-dire qu'on équipe toutes les gaines de la même manière pour qu'ensuite on puisse faire évoluer comme on veut. Donc il y a un petit surcoût au départ.
Mais en tout cas, ça permet cette flexibilité. Mais d'ailleurs, dans les appels d'offres que j'évoquais tout à l'heure, où on est jugé à la fois sur le coût au départ, au temps zéro, et le coût de transformation, une espèce d'arbitrage qui n'est pas simple à trouver. C'est-à-dire, voilà, et parfois, encore une fois, il faut mettre un peu plus à temps zéro pour que le coût de transformation soit plus faible après. Sur la question de la copropriété, pour être très honnête, pour l'instant, les projets, et c'est le cas d'Dieppe, en fait, c'est un bailleur unique. Donc, c'est un propriétaire unique. Voilà. Et on est absolument... Donc ça marche bien. Par contre, effectivement, en termes de copropriété, ça pose plein de questions auxquelles, personnellement, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire qu'il y a là, il faut qu'on fasse bosser des juristes. Voilà. Ça sort un peu de mon domaine de compétences, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que dès qu'on a plusieurs propriétaires, c'est plus compliqué. Pareil, le Flexit, c'est à Foncière des Régions, c'était un seul propriétaire. Ouais. Je suis désolée, on n'a plus le temps pour les questions parce qu'il y a une autre conférence qui s'enchaîne, mais il reste ici encore quelques minutes si vous voulez discuter. Merci à l'agence. Merci beaucoup.